Bonjour, bienvenue au cinéma. Vous le savez, en ce moment, c'est pas très facile d'aller dans les salles. Eh bien, c'est le cinéma qui vient à vous. Je suis vraiment ravie de vous proposer un nouveau cycle avec Cinéma pour tous. Ça s'appelle Nos histoires de France. De quoi s'agit-il? C'est très simple. C'est une manière de vous expliquer l'histoire de notre pays, notre histoire à nous tous, dans toute sa diversité. Et on va commencer aujourd'hui avec Tout simplement noir. C'est une comédie qui a eu beaucoup de succès, qui est vraiment très drôle, mais qui pose les bonnes questions. Une comédie de Jean-Pascal Zadi et le réalisateur sera avec nous tout à l'heure, juste après le film. Vous êtes en ce moment entre 180 et 200 derrière vos écrans, à Garges-les-Gonesse, à Romainville, à Sarcelles, dans plein de villes tout autour de Paris. Donc je vous remercie d'être attentifs pour cette première, on va la vivre ensemble. Et puis tout à l'heure, en compagnie de ce réalisateur qui sera à votre totale disposition pour dialoguer et échanger avec vous grâce à Cinéma pour tous. À tout à l'heure. Je suis noir. Bonjour à tous, bienvenue à Cinéma pour tous. Je suis avec le réalisateur Jean-Pascal Zadi, le réalisateur de Tout simplement noir que vous venez de voir. C'est un grand plaisir pour nous parce qu'il va rester pendant une bonne demi-heure tous ensemble pour répondre à vos questions. Je voudrais aussi vous dire que cette projection est une première d'un cycle qui s'appelle Nos histoires de France. Le cinéma va nous aider en fait à comprendre l'histoire de France dans toute sa complexité. Alors excusez peut-être s'il y a des petits problèmes techniques de temps en temps, mais en tout cas en ce moment même, vous êtes près de 270, même plus de 270 élèves de Paris et la région parisienne en train de regarder un écran et d'avoir donc cette conversation possible avec un réalisateur de cinéma. Je voudrais donc remercier les lycées Léonard de Vinci, Marie Curie, Chantraine, Langevin, Pierre-Gilles de Gênes, Jean-Jacques Rousseau, Henri Matisse, Gustave Courbet. J'essaie de les citer tous. En tout cas, vous êtes soit à Sarcelles, à Romainville, à Garges-les-Gonesse, à Paris, au Lilas. Et on va démarrer tout de suite. Juste, laissez-moi vous présenter Camille Duvaux, qui est loin de moi à 1 mètre, mais qui va m'aider tout à l'heure à gérer toutes les questions. Je voudrais démarrer tout de suite par la première question qui nous vient du collège Marie Curie au Lilas et qui vont nous parler donc de leur première question sur ce film. Et Jean-Pascal Zadi est avec nous et on l'accueille un peu comme si on était au Festival de Cannes. Voilà, merci d'être avec nous. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour, ça va? Alors moi je vais remettre mon masque, mais comme on est loin, okay, vous avez le droit de vous exprimer sans masque. La première question, je le disais, elle vient du collège, du collège Marie Curie au Lilas. Ouais. Est-ce que la marche du 26 août, qui est évoquée dans le film, va vraiment avoir lieu? Et surtout, moi il y a une question que j'aime beaucoup, c'est qu'est-ce qu'il y a de vécu dans ce film? La marche du 26 août, elle va pas avoir lieu parce que voilà, le film, c'est de la fiction, donc c'est pas, le fond est réel, mais nous on n'a pas dit qu'on allait organiser une vraie marche le 26 août. Et d'ailleurs, si tu as regardé le film, elle a été reprogrammée à la fin par Fari au 15 octobre, et on voulait faire une journée sans noir le 15 octobre, et ça tombe aujourd'hui d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est au niveau de l'organisation, comme on va dire, c'est ric-rac. Donc, il n'y a pas cette organisation-là pour faire la journée sans noir. Et qu'est-ce qu'il y a de vrai dans le film? Eh ben, il y a un petit peu de vrai partout. Le fait que dans le film, je sois un acteur qui n'a pas trop de rôle, et lorsqu'il se présente à des castings, et c'est des castings qui sont un peu clichés, et ça, il y a beaucoup de comédiens noirs qui sont face à ce problème-là, parce que lorsqu'ils arrivent face à des réalisateurs, donc c'est bien souvent des réalisateurs blancs, et donc dans leur imaginaire, souvent il n'y a pas de place pour le comédien noir ou la comédienne noire. Alors donc c'est souvent des rôles clichés qu'ils offrent aux noirs, aux comédiens noirs ou aux femmes noires ou aux arabes, tout ça. Donc oui, ça c'est réel, le fait de pas avoir assez de casting, pas avoir assez de boulot en tant qu'acteur noir. Bon, ça c'était avant la sortie du film, parce que tu t'imagines bien qu'aujourd'hui c'est Las Vegas pour moi. Mais ça, c'est vrai que voilà, c'est une difficulté, mais je pense que cette difficulté-là, on arrivera à la surpasser lorsque des gens issus d'horizons divers réaliseront leurs films et donc proposeront des rôles naturellement qui ne seront pas clichés à des comédiens qui viennent d'horizons divers. Alors Jean-Pascal, on a des questions qui nous arrivent maintenant de partout. Je vais en prendre une du lycée Pierre-Gilles de Gênes, c'est à Paris 13e. D'accord.
Ketsia a beaucoup apprécié l'intervention de nombreuses personnalités Oui. et elle demande surtout est-ce que c'est un clin d'œil à l'indépendance de la RDC, le fait que le t-shirt porté par Jean-Pascal soit le t-shirt où on voit Patrice Lumumba. Ah oui, oui, non. Observateur, hein, Oui, exactement. Oui, oui, Patrice Lumumba, parce que ça fait partie des héros de l'histoire africaine, mais même de l'histoire mondiale. Parce que voilà, Patrice Lumumba, c'est un personnage. Ça soulève un autre problème, c'est que moi, en tant que jeune français d'origine africaine, il y a plein de personnages héroïques de l'histoire africaine que j'aurais aimé apprendre à l'école, mais qu'on m'a pas appris en fait. Et donc toute cette recherche que j'ai fait en solo sur l'histoire de l'Afrique, sur la colonisation, m'a mené à plein de héros comme Thomas Sankara, comme Cheikh Anta Diop, comme Patrice Lumumba que j'adore, comme Frantz Fanon. Et donc voilà, c'est une manière pour moi de lui rendre hommage parce que je trouve que voilà, en France, au niveau des manuels d'histoire, il y a quelques lacunes en ce qui concerne la colonisation. Alors ça bouge en ce moment parce qu'il y a eu un documentaire qui est passé sur France 2 qui retraçait bien un peu toutes ces histoires de colonisation et tout. Mais voilà, ça fait partie des choses aussi que j'aimerais faire avancer, que tout le monde, je pense, aimerait faire avancer, tous ceux qui aiment la France, c'est essayer de parler un peu plus de l'histoire de la colonisation, qui n'est pas que l'histoire de certains pays d'Afrique, mais qui est aussi l'histoire de la France. Alors justement, j'en profite juste pour faire une petite parenthèse, parce que je le disais, ce qu'on fait en ce moment, ça s'inscrit dans tout un cycle, toute une année, avec toutes les classes qui nous suivent, Oui. où on essaie de montrer que les films et les documentaires peuvent nous aider à mieux comprendre l'histoire de France, Oui. avec notamment la collaboration du Musée de l'Histoire de l'Immigration et le groupe de chercheurs et d'historiens HH, auquel participe Pascal Blanchard, l'auteur de Décolonisation. Est-ce que vous, Jean-Pascal Zadi, vous pensez que le cinéma et l'humour, notamment, peuvent arriver à décoincer peut-être des préjugés, à lutter contre les discriminations? Mais je pense même que principalement l'humour est fait pour ça. C'est bien, on adore tous les films qui sortent et tout. Franck Dubosc, j'adore Franck Dubosc. Mais c'est bien aussi quand l'humour peut apporter quelque chose à la société, peut faire changer les choses, peut faire bouger les lignes. Moi, personnellement, en tout cas, l'humour que je pratique dans le cinéma ou dans d'autres choses, c'est dans cette optique-là que je le fais. C'est toujours pour essayer de faire réfléchir et de faire avancer les choses. Alors parfois peut-être ça peut être raté, parfois ça peut être réussi, mais en tout cas l'optique que moi dans laquelle je suis quand je travaille, c'est toujours essayer de faire avancer les choses, de faire avancer la France parce que j'aime la France, j'aime mon pays et je trouve qu'il y a certaines lacunes et si avec mon travail je peux combler ces lacunes-là, ce serait pas mal. Dans les petites impressions qui nous arrivent, je vois qu'il y a un jeune qui nous dit c'est bien parce qu'on pouvait se reconnaître. Il y a des questions très précises aussi. Pourquoi est-ce que le film se termine de cette manière? Une question plus large, on y a déjà un petit peu répondu, mais je la repose. Elle vient de Marie-Curie des Lilas. Quel est le message du film? Le message du film, il est très très clair. C'est que finalement, être noir, ça veut presque rien dire. C'est une construction. C'est-à-dire que le noir, le fait d'avoir la peau noire, c'est pas spécialement une identité être noir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la peau noire, mais qui n'ont pas de choses en commun. Dans le film, on voit par exemple Lucien Jean-Baptiste et Fabrice Eboué, qui sont tous les deux noirs de peau, mais qui ont absolument rien à voir. Il y a un Antillais et il y a un Africain, qui est d'origine africaine, et l'Antillais se plaint que l'Africain l'ait vendu, tout ça, c'est des vieux mythes qui ont été ancrés dans la tête des Antillais par les béquiers, c'est-à-dire les vendeurs d'esclaves à l'époque. Donc tout ça pour montrer que finalement, être noir ou être blanc, ça veut presque rien dire. Ce sont des constructions qu'on nous a mises dans la tête parce qu'à un moment donné, ça servait un propos, ça servait une politique. Donc le noir, finalement, c'est quelque chose qui a été construit il y a très longtemps par rapport au blanc et par rapport à aussi une situation économique où il fallait faire de l'argent, il fallait construire quelque chose, il fallait définir certaines personnes comme noires, comme inférieures, et d'autres comme blancs, comme soi-disant supérieurs. Et finalement, nous, on est tributaires de cette histoire-là. Et aujourd'hui, le film raconte aussi que nous, on est perçu comme noirs, mais on se ressent pas spécialement comme noirs. Mais on sait qu'on est noir quand on est dans le regard de l'autre. On sait qu'on est noir dans le regard de l'autre. On sait que certaines personnes qui sont blanches, quand elles nous regardent comme des noirs, alors que nous, personnellement, on se lève le matin comme des êtres humains et tout. Donc le film, voilà,
d'une manière assez humoristique, on a essayé de déconstruire tout ça et de montrer que ce qui manque, ce qui compte finalement, c'est presque l'humanité des gens et chacun a sa singularité, à sa singularité et que voilà, être noir ou être blanc ou être il y en a qui disent jaune ou rouge ou je sais pas quoi, finalement, ça veut presque rien dire. Et tout ce qui compte, c'est l'humanisme, en fait. C'est ce qu'on a en nous. Et la fin du film, pourquoi je l'ai faite comme ça? Parce que je voulais montrer que, déjà, militer, il y a beaucoup la question du militantisme dans le film. Et c'est montrer que, on se lève pas comme ça pour organiser une marche. Que c'est bien beau de faire des trucs sur Internet, mais ça suffit pas non plus. Et moi, je suis plutôt soulagé que les gens ne soient pas levés en masse pour aller soutenir le personnage de Jean-Pascal Zadi, parce que ça veut dire qu'on est quand même intelligent et qu'on se rend compte que ce type-là, c'est quand même un peu un escroc qui est prêt à abandonner la marche dès qu'on lui propose un gros chèque, qui connaît pas trop non plus l'histoire de la communauté noire française, mais il a senti qu'il y avait du buzz à faire. Et donc, oui, pour moi, la fin du film, elle est claire. Ça montre que si on veut faire les choses, il faut les faire correctement. Et militer, c'est pas si simple que ça. Et c'est plutôt un soulagement pour moi qu'il n'y ait personne à la fin, franchement. Alors, les projections numériques, c'est formidable parce que ça vous permet de parler avec près de 300 élèves en même temps, mais vous ne voyez pas ni les applaudissements, ni les mains qui se lèvent. Et là, il faut imaginer qu'il y a plein de mains qui se lèvent. Ah oui. Donc là, ça chauffe bien du côté de Garges-les-Gonesse au collège Henri Matisse. Plein de questions. Je vais essayer de les résumer. Comment est-ce que vous avez fait quand vous étiez face à des réalisateurs qui avaient des comportements racistes avec vous quand vous étiez acteur? Je ne sais pas si ça s'est produit. Et j'ai une deuxième question. Est-ce que vous avez déjà participé à des manifestations contre le racisme? Oui. Alors, première question, les réalisateurs. Moi, je ne prends pas ça comme du racisme, en fait. Moi, si je suis tombé plusieurs fois face à des réalisateurs qui étaient blancs de peau et ces gens-là me demandaient de faire des choses, mais je ne prends pas ça comme du racisme parce que un réalisateur blanc qui vit à Paris ou dans son environnement, c'est principalement blanc et à chaque fois qu'il entend parler des Noirs, c'est au journal de Jean-Pierre Pernaut où on dit il y a eu des émeutes en banlieue, machin, tout ça. Lui, dans sa tête, quand il est face à un Noir, son imaginaire à lui, c'est de voir les Noirs comme des racailles, comme des machins, tout ça. Donc, c'est pas du racisme, c'est juste que c'est juste lui, son imaginaire. Donc, moi, je ne prends pas comme du racisme. Pour moi, la solution à ça, c'est pas que ces gens-là arrêtent de faire des films. Tout le monde a le droit de faire des films. Pour moi, la solution à ça, c'est que vous, les jeunes des collèges, un jour, vous alliez dans les écoles et que vous vous disiez que vous avez envie d'être des réalisateurs. Waouh, c'est très compliqué ce que j'ai dit. Mais voilà, je pense que les choses vont changer quand vous, là, qui êtes au collège, vous aurez envie d'être réalisateur et vous ferez le nécessaire pour être réalisateur et vous prendrez la parole et vous direz aussi votre vision à travers la caméra de ce que c'est la banlieue, de ce que c'est vos vies, tout ça. Et là, ça changera. Mais tout le monde a le droit de faire des films, mais c'est juste qu'il faut plus de points de vue, quoi. Là, c'est souvent le même point de vue. On a collège et lycée, je précise. Ouais, les lycées. Waouh, excusez-moi, les lycées. Non, mais comme ça, tout le monde sait un peu, parce qu'on ne se voit pas tous les uns les autres. Donc, il y a des classes de 3e, 1re, terminale, seconde. Il y a des profs d'espagnol, des profs de philo, des profs d'histoire géo. Il y a une classe aussi qui a été réunie par le CPE. Voilà, donc tout le monde participe. Il y a des messages rigolos, si je peux me permettre. Oui. Ici, Sarcelles, bonjour, désolé, on a dû sortir à cause de l'alarme incendie. C'est quand même mieux d'être dans une salle de cinéma. Je vous promets qu'un jour, on va se retrouver dans des salles de cinéma. On fera ce genre de débat. J'ai toujours beaucoup de questions qui arrivent effectivement sur le thème de l'humour ou du racisme. Est-ce que des scènes ont été improvisées ou est-ce qu'elles ont été écrites à l'avance? Et pourquoi est-ce que l'humour est utile pour faire passer un message? Ça, c'est des questions qui nous viennent quand même de Sarcelles avant qu'ils sortent. Alors, le scénario et le film, comment ça s'est passé? Alors, il y a eu un scénario et comme il y avait beaucoup de talents qui sont intervenus dans le film. Donc, il y a 80% d'écriture et 20% d'improvisation à chaque fois. Mais c'était plutôt très, très écrit. Et la deuxième question, c'était quoi? J'ai oublié. Pourquoi est-ce que l'humour? L'humour. Oui, l'humour. Alors, pourquoi l'humour? Parce que déjà, c'est une forme d'expression que j'apprécie particulièrement depuis que je suis gosse. Et l'humour, pour moi, voilà, ça permet de fédérer, ça permet de rire ensemble. Il y a quelque chose de cathartique, on va dire, même dans le rire. Et donc, je sais pas si j'ai perdu des gens dans cathartique. Je sais pas. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de très. Il y a les profs qui sont là. Donc, l'humour, c'est un moment où moi, je me rappelle, par exemple, quand j'étais petit, mes parents
j'ai 9 frères et sœurs. Donc, quand j'étais petit, mes parents, j'avais pas beaucoup le temps de leur parler parce qu'ils étaient très occupés. Ma mère, elle travaillait et puis on était beaucoup d'enfants. Mais je sais que, par exemple, quand on était le dimanche soir et qu'il y avait un film de Louis de Funès qui passait à la télé sur TF1, et ben, avec mes parents, on rigolait, avec mes frères et sœurs, on rigolait. Et c'est un moment vraiment où on était tous ensemble, vraiment. Donc, l'humour, pour moi, ça sert vraiment à ça. Ça sert à réunir les gens. Et après, si dans cette réunion-là, dans cette réunification, on peut faire passer des messages, c'est mieux. Mais moi, j'aime bien le côté rire ensemble. On pense plus à rien, on rigole. Moi, j'aime vraiment bien ce délire-là. Mais par contre, faut pas le reproduire à l'école. À l'école, on est là pour travailler. On n'est pas là pour rire tous ensemble. Vous auriez aimé être prof, Jean-Pascal Zadi? Ouais, franchement, oui. C'est vrai? J'aurais beaucoup aimé être instituteur en CP, genre. Ah. Pour apprendre aux gens à lire, tout ça. Franchement, si j'avais pas fait ce métier-là, je pense que j'aurais été instituteur en école primaire. Oh là là, je rêve du jour où on pourra aller faire des petites interventions de Jean-Pascal Zadi à Sarcelles ou à Garges-les-Gonesse. Bah, on Alors, ira. encore une question d'ailleurs, toujours de Garges-les-Gonesse. On parle du blackface, nous demande un élève, dans les médias. Pourquoi avoir choisi de faire la même chose avec des blancs dans le film? Le whiteface qu'on a fait dans le film, bah, c'était une histoire. C'est au début du film, dans le générique, il y a mon personnage qui est grimé en blanc. Et ben, c'était une manière de détourner un peu le blackface et de le mettre à la rigolade. Et en me peignant la tête en blanc, déjà, je trouvais ça marrant. Et ça me permettait de dénoncer certains clichés, mais à l'envers. Et pourquoi le blackface et le whiteface, c'est pas la même chose? Parce que derrière le whiteface, en fait, il n'y a pas d'histoire derrière. Il n'y a pas beaucoup de comiques noirs ou de gens noirs qui sont teints en blanc pour dénoncer des choses et pour se moquer des blancs. Alors que l'inverse a été le cas aux États-Unis, notamment au début du cinéma. Il y a beaucoup d'acteurs blancs qui se peignaient en noir et pour se moquer un peu des noirs. Et donc, c'est normal que quand tu fais ça, il y a directement écho à l'histoire et donc ça rend ouf les gens aux États-Unis ou ici. Parce que voilà, c'est comme si tu remettais au goût du jour un truc qui était de mauvais goût. Alors que quand c'est moins en blanc, ça passe. Ouais. J'ai une question de Justine. De temps en temps, on a les prénoms. Donc, Justine, elle est au lycée Pierre-Gilles de Gênes. Bonjour, ouais. Justine. Salut, elle Justine. s'étonne que Jean-Pascal exclut les autres, les femmes, les métis, les juifs, alors qu'il lutte contre le racisme. Bah évidemment, c'était le point de départ en fait du film, parce qu'à la fin, si tu regardes le film, il y a tout le monde qui vient à la marche. Mais la comédie ou le cinéma, c'est partir d'un point A pour arriver à un point B, tu vois. Et donc, nous, à l'écriture, ça nous faisait rire de prendre un personnage qui se dit antiraciste, mais qui lui-même exclut les gens et qui est par-delà même encore misogyne. Donc ça, c'est le point de départ. C'est ça qui nous faisait rire. Après, je sais pas si c'est drôle. En tout cas, nous, ça nous faisait rire de prendre un personnage qui se dit antiraciste, fédérateur et tout, et qui exclut tout le monde sauf les Noirs, pour finir à la fin un peu plus ouvert. T'as vu? Quand il va à l'association afro-féministe, il se rend compte que c'est stupide de pas mettre les femmes noires. Et après, il arrive à l'émission d'Augustin Trapenard sur France Inter, et il est mis un peu face à ses contradictions, et il se rend compte que, en fait, à la fin, voilà, il dit à tout le monde, il y a des blancs, il y a des femmes, il y a tout le monde. Mais le point de départ, en fait, voilà, c'est souvent comme ça dans un film. On part d'un point A pour finir à un point B. Si mon personnage il partait de très ouvert au début pour finir très ouvert à la fin, il n'y a pas d'évolution, en fait. Dans le cinéma, souvent, on cherche l'évolution du personnage. C'est ça qui est intéressant. J'ai au collège Henri Matisse toujours quelqu'un qui demande pourquoi est-ce que vous montrez des pubs racistes. Comment est-ce que vous avez fait pour convaincre autant de personnalités dans la réalisation de ce film? On n'avait pas posé cette question déjà. Mais quelle pub raciste? Je ne comprends pas. Oui, moi non plus, je ne vois pas. Très bien. Bon, désolé, ça n'avait pas beaucoup d'interaction avec les élèves. Comment vous avez fait pour convaincre autant de personnalités? Les personnalités... franchement, ça n'a pas été très difficile de réunir toutes ces personnalités parce que le message, en fait, qui était de montrer qu'on est tous différents, même quand on est noir et que ce qui compte, c'est l'humanité des gens, ça a fédéré très vite. Donc, de Omar Sy à Fari, à Fabrice Eboué, à Éric Judor, à Jonathan Cohen, tout le monde avait envie de raconter ça et finalement, au bout de 2-3 semaines, tout le monde avait dit oui, quoi. Est-ce que vous pensez que c'est un sujet qui monte de plus en plus dans l'actualité, mais également autour de vous, dans les discussions que vous avez avec même vos amis ou vos proches, les gens du cinéma? Moi, ça a toujours fait partie de mes discussions, c'est-à-dire que moi, en tant qu'enfant noir français, donc j'ai toujours fait partie des minorités à l'école ou tout ça. Donc moi, ça a toujours été des discussions que j'ai eues avec mes parents, avec mes amis, tout ça. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, les jeunes
collégiens que nous étions et les débats qu'on avait entre nous, finalement, quand on a grandi maintenant et qu'on fait des films et que chacun a des métiers, tout ça, et ben on se rend compte que ces sujets-là, on les porte en nous et donc du coup, on en fait des films, on en fait des livres. Il y a, comment il s'appelle, Kerry James qui a fait le film Banlieusard, il y a Lajli qui a fait son film Les Misérables, il y a Abdel Malik qui écrit des livres, il y a des rappeurs qui parlent du sujet. Donc finalement, ça remonte parce que tout le monde grandit et maintenant, bah, ça fait partie des discussions, des sujets de société parce que la société évolue et que nous, qui étions des gosses avant et qui ne pouvions pas parler, bah, aujourd'hui, on peut parler et on peut s'exprimer. Et maintenant, et après, ce sera vous maintenant, les lycéens et les collégiens, qui allez ramener le débat encore plus haut et maintenant, le truc de dire oui, on est noir en France et tout, on espère que ce sera ringard quand vous serez adulte et vous serez encore dans un autre truc. Chacun a sa mission et après, le but, c'est d'accomplir sa mission. Vous étiez dans quel collège, lycée? Et à Sarcelles, quelqu'un demande, vous êtes originaire de quel pays? Alors, mes parents sont originaires de Côte d'Ivoire et moi, je suis né à Bondy. Et quand j'avais 6 ans, mes parents sont partis emménager dans un village en Normandie qui s'appelle Ifs. Et donc, on est parti avec nos 10 frères et sœurs en Normandie. On était la seule famille de Noirs. C'est là que j'ai compris que j'étais vraiment noir et que ça allait être pas évident pour moi. Mais vous êtes un peu normand quand même. Comment un peu? Je suis méga normand. Je suis 100% normand. Il n'y a pas plus normand que moi. Je connais la tapisserie de Bayeux, je connais les plages du débarquement, je connais le château de Guillaume le Conquérant, je connais le fromage, le Livaro. Non. Et vous connaissez la Côte d'Ivoire ou pas? Oui, je connais aussi un peu la Côte d'Ivoire parce que mon père est reparti vivre en Côte d'Ivoire. Donc, je pars en Côte d'Ivoire quand je peux et je suis persuadé que voilà, je peux faire des choses aussi en France, mais aussi en Afrique et que ça peut lier les deux continents. La France et la Côte d'Ivoire peuvent être liées. Ouais, et c'est une richesse de culture. Ah bah oui, c'est une méga richesse. Faut se rendre compte que voilà, tous ceux qui ont des doubles origines, c'est vraiment une force. Moi, c'est ce que je dis à mes enfants, c'est-à-dire que le fait d'être français totalement et pleinement et d'avoir la culture française et d'avoir les mœurs françaises, c'est vraiment une richesse. Et c'est autant une richesse que quand tu vas dans ton pays d'origine ou quand tu rentres chez toi, tu parles une autre langue, tu as d'autres coutumes, ça veut dire que tu as deux visions du truc et après tu pioches ce qu'il y a de bien dans chaque truc. S'il y a des trucs relous dans une culture, bah, tu l'apprends pas. Tu prends ce qu'il y a de bien et tu construis ta propre humanité, ta propre personnalité comme ça. Alors, plein de questions encore des élèves, mais il y a les profs aussi qui s'expriment. Sophie Ernst, prof de philo. Nous, au lycée Langevin de Champigny, on a cette image de racaille de banlieue, surtout ces derniers jours. Les élèves ont donc fait un webdoc ces 2 dernières années et on aimerait beaucoup vous inviter au vernissage qui sera en novembre, le 6 ou le 7. Bah, si je suis là, je vais venir. C'est vrai? Bien sûr, bien sûr. Vous voyez, Jean-Pascal est prêt à venir. Et en plus, j'ai un cousin qui habite là-bas. J'ai un cousin Champigny. à Champigny, au Bois-l'Abbé, là-bas. Donc, mais sur peut-être l'image, justement, l'image de banlieue égale racaille, et le fait que justement l'image, parfois justement, soit les images de fiction ou de ça permet de changer peut-être aussi. Oui, bah ça, voilà, après, il y a la réalité et il y a l'image. Donc, ceux qui vivent à Champigny ou au Bois-l'Abbé ou dans d'autres coins de Champigny là-bas savent très bien la ville dans laquelle ils vivent et ils savent que c'est pas spécialement ce qu'on montre dans les médias. Après, il faut savoir que l'image médiatique, c'est totalement autre chose. C'est-à-dire que dans les médias, leur boulot à eux, c'est qu'on les regarde et qu'on les écoute. Donc, s'ils vont à Champigny pour dire oui, aujourd'hui, alors il y a Sekou qui a ouvert une boulangerie, machin, les gens ils vont zapper. Eux, ils préfèrent faire du sensationnel, ils préfèrent montrer quand ça va pas, parce que je sais qu'en ce moment à Champigny, il y a des problèmes, mais bon, il y a eu 360 jours dans l'année où il n'y avait pas de problème. Et là, on n'a pas parlé de Champigny. Donc, je pense que voilà, c'est un travail des médias et c'est vous encore, quand vous serez un peu plus grand, quand vous aurez à choisir vos métiers, et ben vous pourrez dire moi j'ai envie d'être journaliste ou moi j'ai envie de créer un web média, moi j'ai envie de faire ça pour montrer les choses positives en banlieue, tout ça. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que le changement, le monde que vous allez construire, c'est celui que vous allez travailler vous-même. Il n'y a personne qui va changer les choses pour vous. Si vous en avez marre de l'image de la banlieue dans les médias, et ben essayez de devenir journaliste, essayez de créer un média comme le web documentaire que vous avez fait, c'est très bien. Et ben les choses elles changeront quand vous aurez décidé qu'elles changent. Et aujourd'hui, moi, si je suis devenu réalisateur, c'est parce que j'ai décidé de devenir réalisateur. Mais jamais, ever de ma vie, on m'avait dit que je pouvais devenir réalisateur. C'est moi qui ai choisi ça.
Donc, si moi, je suis devenu réalisateur, vous pouvez devenir tout ce que vous avez envie d'être. Mais vraiment, tout. Il ne faut pas croire. Les seules limites, c'est dans notre tête, en fait. Merci. Nous aussi, on veut bien voir, Sophie, le webdoc. Alors, plein de questions encore. Yacine, est-ce que vous avez envie de tourner en Côte d'Ivoire? Mohamed, oula, une grande question. Que pensez-vous de l'affaire George Floyd? Okay. Et après, Cinderella nous demande pourquoi est-ce que dans le film, la marche est interdite aux Blancs? Bon, je vous ai posé des questions un peu. Alors, en Côte d'Ivoire, oui, évidemment, j'ai envie de tourner des trucs en Côte d'Ivoire. Ça, c'est parce que ça fait partie de moi, la Côte d'Ivoire, même si je suis français, mais j'ai envie de tourner aussi en Afrique. Ça, c'est sûr et certain que je vais le faire. Pour l'affaire George Floyd, qu'est-ce que j'en pense? Mais j'en pense que l'affaire George Floyd, c'est une histoire américaine, mais qui a aussi des échos en France, parce qu'il y a eu l'affaire Adama Traoré aussi, où on sait qu'il y a eu quelques dysfonctionnements, on va dire, dans la justice française. Donc voilà, on sait que les rapports avec la police, c'est conflictuel quand on est noir aux États-Unis et aussi quand on est noir en France. On sait qu'il y a, mais ça aussi, c'est encore des choses qui peuvent changer. Si vous avez envie de rentrer dans la police, ça arrive, il y a des gens qui ont envie de rentrer dans la police. Si vous avez envie de rentrer dans la police pour changer les choses, voilà. Et ce que je pense de l'affaire George Floyd, c'est que c'est un vrai drame et que ça ne devrait pas arriver, comme l'affaire aussi d'Adama Traoré, aussi le cousin d'Adama Traoré qui est mort. Personne ne mérite de mourir dans les mains de la police. C'est un truc qui devrait jamais arriver. Et voilà. Pourquoi la marche est interdite aux Blancs au début du film? C'est parce qu'au début du film, mon personnage, ce qui est intéressant dans le cinéma, ce sont les personnages contradictoires. C'est-à-dire que ce sont des personnages qui disent un truc et qui font totalement l'inverse. Donc mon personnage, il dit qu'il lutte contre le racisme, il lutte contre l'exclusion des Noirs, mais en même temps, il exclut des gens. Donc ça, c'est des bonnes souches de personnages de comédie. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, je te dis, un bon personnage de comédie, bah, je sais pas, c'est Louis de Funès, qui est chef d'entreprise, donc il doit être hyper calme et tout, mais finalement, c'est un nerveux, il engueule tout le monde. Et ben, tu vois, ça, c'est des bonnes bases de personnages de comédie. Donc rassure-toi, vraiment, j'ai rien contre les Blancs, ils auraient pu venir, mais c'est juste pour le film, il faut faire évoluer les personnages. C'est pour ça que j'ai fait ça. J'ai une question de Oumeya. Votre film a-t-il eu des critiques négatives? Bien sûr, bien sûr. Ah. Et qu'est-ce que ça nous fait? Et qu'est-ce que ça racontait? C'était quoi les critiques? Les critiques négatives, c'était de dire que oui, c'est un film communautaire, c'est un film qui est fait que pour les Noirs, c'est une histoire de Noirs, tout ça. Bon, tu sais, moi, les critiques négatives, les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. J'ai un bon exemple pour ça. Tu sais, quand il y a eu la liste des 23 joueurs de Didier Deschamps pour aller à la Coupe du Monde, eh ben, nous, les premiers, on était les premiers à critiquer. On était là à dire, mais pourquoi il n'y a pas eu Benzema? Pourquoi il n'y a pas eu ça? Et on a le droit de critiquer parce que quand on fait des métiers publics, eh ben, le public, il a le droit même de dire que tu es moche, que tu es nul, que ton film est nul. Ils ont le droit parce que tu leur proposes un truc. Donc, moi, ça me fait pas grand chose parce que moi, je sais ce que je fais, je sais où je veux aller. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont comprendre. Ceux qui comprennent pas et qui disent que c'est un film communautaire alors que c'est vraiment tout l'inverse du film communautaire, c'est un film très ouvert, mais les gens disent que c'est communautaire parce qu'il y a beaucoup de Noirs dans le casting. Et donc ça, comme en France, c'est pas monnaie courante, donc du coup, le réflexe, c'est de dire c'est communautaire. Et moi, ce que je réponds à ces gens-là, c'est que toute l'année, au cinéma, il y a des films avec que des Blancs, et nous, on dit jamais c'est des films communautaires, on dit c'est des films. Tu vois, Camping, moi j'adore le film Camping avec Franck Dubosc et Mathilde Seigné, il n'y a que des blancs dedans, je ne me suis pas plaint, je dis non, c'est un film où c'est un réalisateur qui raconte son histoire et les personnages dedans sont blancs. Et bien là, pour tout simplement noir, c'est la même chose. Moi, je raconte une histoire d'un militant, enfin un pseudo-militant qui veut organiser une marche et donc il va rencontrer des noirs, mais ça n'a rien de communautaire, c'est juste le sujet qui prête à ça. Et on aurait pu faire tout simplement noir avec un boulanger, avec un syndicaliste, avec un homosexuel, on aurait pu tout faire. Mais ce qui comptait dans le film tout simplement noir, c'était l'humanité de chaque rencontre, justement, qui montrait qu'il ne fallait pas le réduire à sa couleur de peau. Mais par rapport aux critiques, est-ce qu'il y a peut-être des phrases ou des réactions que vous avez entendues qui vous ont blessé, vexé, ou des choses agressives même? Oui, bien sûr qu'il y a des choses agressives, mais bon, moi, je viens d'une famille de pauvres. Donc, j'ai eu faim, j'ai eu froid quand j'étais jeune. Ma mère n'aime pas que je dise ça. Donc, j'ai eu des vrais problèmes quand j'étais jeune. Donc, aujourd'hui, que quelqu'un m'insulte sur Instagram ou sur Facebook, vraiment, c'est pas mon problème. Ma récompense à moi, c'est que les jeunes, comme vous regardez le film, vous voyez l'affiche dans la rue,
vous voyez JP Zadi comme un grand frère et que vous vous dites, putain, mais si JP, il a réussi à faire un film, il a réussi à être sur une affiche, peut-être que moi aussi, je peux y arriver. Ça vaut 1000 compliments. Que tu donnes de l'espoir à des petits jeunes, en fait, parce que moi, j'aurais adoré avoir ça quand j'étais jeune. Moi, quand j'étais jeune, j'avais pas de modèle noir, j'avais pas de réalisateur noir, il n'y avait pas de comédie française avec des noirs, ça n'existait pas du tout. Donc, j'aurais vraiment adoré être à votre place et avoir des gens comme vous vos grands frères, parce que moi, je suis un peu comme votre grand frère à tout le monde, pas que les noirs, même aux blancs. Mais j'aurais aimé avoir quelqu'un qui me ressemble un peu, qui est sur des affiches à Paris et qui fait des films et le film marche un petit peu, tout ça. Donc, pour moi, ça, c'est la meilleure récompense. Après, se faire insulter à tort ou à travers, même peut-être à raison aussi, sur Instagram ou sur Facebook, franchement, je m'en fous complètement. On peut quand même faire un petit moment d'applaudissement. Le film a été vu par combien? 700 000 personnes? 756 pour être précis. Bravo, on n'entend pas les applaudissements, mais ils sont là. J'ai une question de Ruben. Pourquoi est-ce que vous avez une dentition comme ça? Parce que, écoute, depuis... c'est ma fierté, Ruben, tu sais, parce que quand j'étais petit, les gens, ils se moquaient un peu de moi par rapport à ça et tout. Et finalement, quand j'ai grandi, j'ai décidé de garder parce que je voulais montrer qu'on pouvait être différent et puis s'assumer et être comme on est, tout ça. Et même avec mes dents, j'ai une femme qui est très belle, j'ai des enfants. Donc, c'est pour montrer que voilà, on peut avoir des choses différentes et être quand même beau gosse, avoir du style comme moi, tu vois ce que je veux dire? La classe, tu comprends ce que je veux dire? Donc Camille et moi, on est en face et on peut dire que oui, il a la classe. Et en plus, il est gentil et intelligent. Pas du tout, pas du tout. Encore plein de questions. Loïc, est-ce que vous auriez envie de vous lancer dans autre chose, dans le théâtre par exemple, ou travailler pour des associations? J'ai une autre question que je trouve très intéressante. Merci d'ailleurs, ils vous posez tous des très bonnes questions. Est-ce que les discriminations étaient plus fortes au collège ou plus tard dans la vie d'adulte? Et ensuite, une question, est-ce que la forme humoristique ne risque pas de décrédibiliser le message? Alors, on va passer la discrimination au collège. Ouais. Moi, quand j'étais au collège, vraiment, je sentais absolument pas de discrimination. Il y avait des petits trucs vite fait, mais je sentais pas la discrimination. La discrimination, elle arrive vraiment quand tu veux avoir un appartement et quand tu cherches un travail. C'est là que les vrais problèmes, ils commencent. Sinon, au départ, c'est plutôt cool. On est là, on est entre nous, ça c'est au foot, tu vois, tu fais du foot, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des arabes, tu es dans ton quartier, tu discutes avec tout le monde, c'est rare que dans un quartier, les gens disent « Ah non, je te parle pas parce que tu es noir », enfin, ça doit exister, mais j'ai pas vu ça, moi. Les vrais problèmes de discrimination, c'est pas maintenant, attends un petit peu, ça va arriver quand tu vas chercher du travail et quand tu vas vouloir chercher des logements dans certains coins où les gens pensent que tu n'es pas la bienvenue. Mais c'est grave, bien sûr que c'est grave, mais ça va t'arriver, je pense, si tu es noir ou si tu es arabe, mais il ne faudra pas t'arrêter à ça, il faudra continuer et les choses avanceront avec le temps. Ça avance déjà un petit peu. Et un petit mot rapide peut-être pour Loïc, est-ce que vous auriez envie de faire un jour autre chose, du théâtre ou travailler pour des associations? Oui, bien sûr, oui, j'aimerais bien faire un peu sur scène, mais pas de la comédie, mais oui, j'aimerais bien être sur scène, faire des textes sur scène, là j'y pense déjà, et puis travailler dans des associations, tout ça faut du temps, tu vois, et là vraiment j'ai pas beaucoup de temps, mais oui, pourquoi pas, s'il y a quelque chose de fort et qui peut permettre d'aider les petits jeunes, oui, je pourrais le faire, oui. Mais pas tout le temps. Déjà là, c'est le cas avec Cinéma pour tous. Oui, voilà, déjà là, c'est un petit peu le cas, mais voilà. Voilà, on est quand même en contact là, en train de se parler avec 11 collèges et lycées, c'est déjà pas mal. Ouais. Est-ce qu'il est facile de faire preuve d'autodérision dans le monde du cinéma? Parce que c'est vrai que dans le film, c'est assez agréable de voir des gens, même des grands stars comme Mathieu Kassovitz, ont l'impression qu'ils se moquent aussi d'eux-mêmes. Oui, bah, c'était le but en fait du film. Moi déjà, je me moque de moi pendant 1h30, donc c'était important pour moi que les gens aussi se moquent d'eux-mêmes pour faire passer les messages, et ça montrait aussi leur intelligence, qu'ils avaient du recul sur eux-mêmes et qu'ils étaient capables de mettre un peu leur ego de côté pour faire passer un message un peu rassembleur. Pardon, je regarde, il y a des questions qui arrivent de partout. Mohamed, si vous pouviez, qu'est-ce que vous changeriez dans les rapports avec la police? Et quelqu'un d'autre demande, est-ce que le film Black Dentist pourrait sortir? Non, Black Dentist, ça sortira pas. C'était vraiment une blague, c'était vraiment pour rigoler. Donc ça sortira pas. Enfin, on sait jamais, hein, mais bon, pour l'instant, je crois pas. Et qu'est-ce que je changerais qu'est-ce que je pourrais faire pour changer les rapports avec la police?
Déjà, je pense que dans la police, il y a aussi un problème de formation. Je pense que les policiers qu'on met sur le terrain souvent sont pas assez formés. Il y a aussi un problème de moyens aussi dans la police. Souvent, les policiers, quand je regarde des documentaires sur la police, ils se plaignent de ne pas avoir assez de moyens, pas assez d'effectifs. Écoute, si on doit changer les choses, je pense que c'est d'une part la vision du policier sur nous et nous aussi la vision de la police qu'on a. C'est le travail il est à faire sur les deux camps. Après, voilà, je sais très bien que c'est très difficile parce qu'on attend beaucoup de la police, on attend qu'elle soit exemplaire et parfois ce n'est pas le cas. Mais je pense que nous aussi, ça vient aussi de nous. Je sais pas, je pense que le travail il est des deux côtés. Et après, maintenant, du côté de la police, je pense qu'il faut mieux les former et il faut donner plus de moyens parce que c'est un travail qui est à la base important pour tout le monde et il y a eu une dégradation de leurs conditions de travail et de leur formation qui ont fait qu'aujourd'hui on en arrive là, quoi. On voit que les jeunes qui nous écoutent là, cet après-midi sont très au courant de l'actualité. En tout cas, j'ai l'impression que ça les intéresse beaucoup. Je voudrais saluer le lycée Armand Carrel, qui est à Paris 19e, qui a eu des petits problèmes de connexion, mais qui suit le débat et qui vraiment aime beaucoup cette discussion. On va s'accorder encore les 5 dernières minutes. Okay. J'ai encore 2-3 questions sur le cinéma et puis aussi toujours des questions sur l'actualité. À quel âge avez-vous commencé votre carrière de comédien? Ça, c'est le collège Chantrenne à Sarcelles. Et j'ai le collège Matisse aussi qui demande est-ce que vous avez d'autres projets de films? C'est une question de Harald. Oui, alors ma carrière de comédien, si on peut appeler ça une carrière parce que ça vient de commencer, c'est venu vraiment petit à petit. Parce que moi, comme j'avais pas de modèle d'acteur noir et de réalisateur noir, c'est venu très lentement dans ma tête. J'ai commencé. Le premier truc que j'ai tourné, c'était à 35 ans. Et là, j'ai 40 ans. Donc, à 35 ans, j'ai commencé à faire l'acteur. Pour moi, c'était pas imaginable d'être acteur. Je me prenais plus pour un réalisateur à la base. J'ai fait des petits films et tout quand j'étais beaucoup plus jeune, que je vendais en DVD à Clignancourt et à la Fnac aussi. Donc, la carrière de comédien, voilà, elle a commencé très tard parce qu'il a fallu du temps pour se dire c'est possible d'être comédien. Donc, le temps que moi j'ai perdu à me dire que c'est possible d'être comédien, vous avez l'avantage sur moi, vous pouvez commencer beaucoup plus tôt. Donc, ceux qui ont envie d'être comédien, c'est possible. Et la deuxième question, c'était quoi? Est-ce que vous avez d'autres projets de films? Oui, j'ai d'autres projets de films. Là, je travaille sur un deuxième film qui sera une comédie aussi où j'aurai le rôle principal et on va tourner ça en 2021. On peut déjà savoir un peu le thème? C'est relou. Un thème de société, mais ça n'a rien à voir sur l'identité noire, tout ça et tout. C'est plus un thème de société un peu tabou, mais on va mettre en comédie. Alors, comme on arrive presque à la conclusion de cette discussion, est-ce que vous auriez un message peut-être particulier? On l'a déjà quand même un petit peu senti, vous êtes très proche des jeunes, vous êtes de toute façon tous les soirs au Move, vous animez quand même une émission plutôt destinée aux jeunes. Exactement. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez le message que moi j'aimerais leur dire, c'est que le monde qu'ils auront demain, c'est le monde que eux ils vont construire. Et que s'ils veulent des choses, il n'y a personne qui va rien leur donner. Il faut aller les chercher. Alors, peut-être qu'il y en a parmi vous à qui on va donner des trucs, ça arrive, il y a des gens qui ont des bonnes conditions et tout. Mais le monde que vous allez avoir demain, c'est le monde que vous allez construire. Et que si vous voulez qu'il y ait beaucoup de choses qui changent, c'est à vous de créer ce changement-là et c'est à vous de le mettre en place. Parce que les gars qui sont en haut, là, on dirait, ils n'ont pas envie que ça change. Hein. Donc, c'est à vous de créer ce changement-là. Et puis, si je peux dire aussi un truc, c'est que si vraiment, moi, je suis devenu acteur et réalisateur de cinéma, et alors que je me considère vraiment pas comme quelqu'un de, on va dire, de spécialement talentueux, alors si moi, je suis devenu acteur et réalisateur, c'est que vraiment, là, dans vos lycées, là, dans vos collèges, là, c'est que vraiment, tout le monde là-bas peut devenir ce qu'il a envie d'être. Vraiment. Moi, ce qui a fait que je suis devenu réalisateur et acteur, c'est qu'à un moment donné, je l'ai décidé, c'est tout. Une fois qu'on a décidé qu'on voulait devenir quelque chose, et après, il suffit juste de faire le maximum pour que ça se réalise. Ça ne va pas tomber du ciel. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut juste le décider, c'est tout, point barre. Et qu'on est souvent dans des environnements, quand on vient d'un quartier populaire, où tout le monde subit un petit peu sa vie. Et moi, je me rappelle, quand j'étais très jeune, je me suis dit, j'ai pas envie de subir ma vie, en fait. J'ai envie vraiment de choisir ce que j'ai envie d'être. Et vous pouvez choisir, en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et est-ce qu'il y a une personne qui vous a inspiré ou est-ce qu'il y a une phrase qui vous guide?
Vraiment, j'aurais adoré, hein, mais ce qui m'a inspiré et ce qui m'a guidé, c'était vraiment ce que j'avais au fond de moi. Parce que le problème, c'est que quand on est un jeune et qu'on est issu d'un quartier populaire, on a tendance à faire abstraction de ce qu'on a au fond de nous pour se laisser aller à ce que les gens ils disent autour de nous. Par exemple, des potes qui font un petit peu des conneries, qui vont dire ah c'est bon, allez viens, là, là, là. Si tu as besoin d'argent parce que tu dois aider tes parents, tu dois travailler, tout ça, tu vas dire bon, il faut que j'aide mes parents. Donc bon, écoute, ce que je voulais faire vraiment dans la vie, je vais pas le faire parce que c'est important d'aider mes parents, tout ça. En fait, il y a beaucoup de choses qui font qu'on laisse tomber ce qu'on a au fond de nous. Et moi, ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai jamais laissé ce que j'avais au fond de moi et je me suis toujours dit la vie que je vais mener là, c'est la vie que je vais choisir. C'est pas une vie qu'on va m'imposer, c'est pas. Plein de fois, j'aurais pu abandonner, des milliards de fois, c'était même l'évidence d'abandonner. Mais j'ai pas abandonné parce que j'avais envie de choisir, en fait, mon destin. Voilà. Jean-Pascal Zadi, merci. Toutes les classes remercient. Là, j'ai des messages qui arrivent de partout. C'est vraiment un grand succès. Et surtout, tout le monde est très, très content. Donc, je voudrais vraiment te remercier au nom de toutes ces classes. Je rappelle que vous étiez 270 élèves connectés cet après-midi pour voir le film et assister à cette conversation. N'hésitez pas, la conversation continue. Vous pouvez nous envoyer des mails, vous pouvez faire partager vos réactions. Envoyer voilà, les petites questions que vous n'avez pas pu poser, ou s'il y a quelque chose que vous n'avez pas osé demander devant tout le monde, vous pouvez nous envoyer les mails à Cinéma pour tous. Je voudrais remercier nos partenaires, Gaumont bien sûr, qui nous a, c'est exceptionnel, hein, c'est un grand cadeau, ils nous ont prêté la copie du film et ils nous ont permis d'inviter Jean-Pascal Zadi. Je remercie bien sûr tous ceux qui ont travaillé avec nous, la 25e heure, le Musée national de l'histoire de l'immigration, le groupe HH pour les historiens et les chercheurs, et puis bien sûr avec Cinéma pour tous, on vous retrouvera pour d'autres événements de ce type. Et je m'adresse aussi pas seulement aux élèves, mais aux professeurs. Si vous voulez continuer ce travail que donc, nous démarrons cette année sur le thème « Nos histoires de France », ou spécifiquement sur le film de Jean-Pascal Zadi et tous les thèmes, vous l'avez entendu, ils étaient extrêmement nombreux, toutes les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui. On serait ravis donc d'avoir aussi le travail des professeurs. On se retrouvera avec un tapis rouge, avec une grande salle de cinéma, et je vous assure qu'on fera la fête, on se retrouvera tous. Et peut-être que Jean-Pascal Zadi reviendra nous voir. Bien sûr, bien sûr. Peut-être en train de démarrer son prochain film. Ouais. Salut à tous, merci Jean-Pascal, merci beaucoup. Hein. Bah, merci à vous surtout. Merci, à une prochaine. À une prochaine.